Bon, donc, on arrive aujourd'hui en fin de série de ces cours de cette année, portant donc sur les récits autobiographiques et égo-documents à l'époque moderne. Et je me rends compte en arrivant à ce stade que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même essayer de me discipliner, de me restreindre pour toucher à une série de sujets et de textes qui me semblent essentiels, donc qu'il faut absolument passer en revue, et des questions aussi qui sont liées avec ces textes. Donc là où on avait laissé les choses la semaine dernière, c'était en réfléchissant sur ces documents produits par des femmes à l'époque moderne. Bien sûr, on s'est centré sur les cas européens. Il y a aussi, à part les monographies et les traitements plus spécialisés, des réflexions dans des ouvrages désormais considérés comme classiques, comme cette histoire des femmes en Occident en plusieurs volumes qui a été donc dirigé par Georges Duby, mais le cas particulier de l'époque moderne, c'est dirigé par deux personnes, donc Natalie Zemon Davis, on a beaucoup parlé d'elle les dernières fois, et aussi d'Arlette Farge, notre collègue spécialiste de l'époque moderne en France en particulier. Et puis, on a aussi touché le monde espagnol et le monde hispanique plus généralement, avec ce livre, par exemple, que vous voyez ici au milieu, qui porte sur les récits des femmes appartenant à la communauté des Moriscos et est basé en grande partie sur les documents de l'Inquisition, donc pas des égo-documents volontaires, mais plutôt involontaires. Et cet ouvrage, donc plus général, dirigé par Mary Giles, qui traite à la fois l'Espagne et le monde espagnol plus largement, c'est-à-dire l'Amérique espagnole en particulier. Et la dernière fois, on avait par exemple aussi regardé un certain nombre de ces personnages très connus comme Sor Juana Inés de la Cruz, qui, à part ses textes littéraires très connus, a aussi écrit un certain nombre de lettres qui sont restées dans les archives et qui jettent des lumières assez intéressantes sur pas seulement sa personnalité, mais ses relations et sa façon de se présenter, le façonnement de soi, comme on l'appelle parfois en reprenant la formule en anglais de Stephen Greenblatt, self-fashioning. Et puis, on a aussi passé en revue les cas italiens, où en fait, on a beaucoup de richesses soulevées par un certain nombre de chercheurs. Ce livre très important de Gabriele Lazzari sur la scrittura epistolare femminile, entre l'archive et l'imprimerie, parce qu'il y a aussi, comme vous voyez, des textes qui étaient censés être circulés et publics, pas des lettres privées, mais il y a aussi des lettres qui sont restées dans les archives, souvent des lettres où il y a pas mal d'indiscrétions. Et on avait, par exemple, regardé, même si un peu rapidement, le cas de Costanza Colonna, membre d'une grande famille, mariée dans une autre grande famille, et qui a donc eu cette vie très intéressante qu'on peut regarder à travers ces lettres restées dans les archives, jamais publiées, qui donc nous explique comment elle a fonctionné à la fois dans sa famille et dans sa belle famille, les Sforza. Et ainsi de suite. Et puis finalement, on a pris un cas plus particulièrement, un cas devenu très célèbre au XXe siècle, d'un manuscrit découvert donc à la fin du XIXe en yiddish, appartenant à ce milieu qui est le milieu des juifs ashkénazes d'Hambourg. Donc cette dame qui s'appelle ici Glickel von Hamlen, mais en fait qui s'appelle Glickel Bas Juda Lieb, et qui a donc, dans la deuxième moitié du XVIIe, au début du XVIIIe, nous a laissé donc ses mémoires portant sur sa vie à Hambourg, autour, à Altona par exemple, et puis qui a terminé sa vie à Metz, où elle s'est mariée une deuxième fois. On a donc ce manuscrit unique qui est resté dans sa famille. Et puis maintenant, c'est justement disponible, c'est même entièrement digitalisé pour ceux parmi
vous qui avez envie de le regarder, on peut même trouver ça sur les sites web des universités allemandes aujourd'hui. Mais il y a aussi donc une édition de texte yiddish, une traduction en allemand, en hébreu bien sûr, mais aussi cette autre traduction partielle faite par Polyakov en français, qui est aussi à la base d'un certain nombre de discussions en français portant sur ce personnage assez extraordinaire d'un certain point de vue, mais qui est aussi qui a été utilisé justement par des spécialistes de la question de l'histoire des femmes. Là, on retombe encore sur Natalie Zemon Davis, par exemple, que dans ce livre, là vous voyez la version anglaise, la version française, qui a donc traité ces trois personnages du XVIIe siècle. Et donc, quand on dit juive, là, la juive en question, c'est justement Glickl Bas Yehuda Lieb. Et donc, c'est ces mémoires dans lesquelles elle parle d'un certain nombre de choses, des affaires, des questions politiques, des questions religieuses, comme le cas de Sabta Tzvi, mais elle parle des guerres menées par le roi de Suède dans le nord de l'Europe à l'époque, et aussi donc ces questions plus personnelles comme les problèmes qu'elle a eus avec ce deuxième mari, qui, elle dit, était un remarquable homme d'affaires, mais en réalité était, semble-t-il, assez incompétent, qui a donc mal fini en faillite. Et donc, c'était plus ou moins à cause de ces enfants qu'elle a pu, dans les dernières années de sa vie, survivre et même avoir un certain niveau, un certain train de vie à Metz dans les années 1710 et 20. Alors, bien sûr, si on regarde ailleurs, on peut trouver des récits pas tout à fait semblables, mais néanmoins des éco-documents produits par des femmes. Et là, je vous ai dit que j'aurais beaucoup plus à dire sur ce sujet-là, mais je vais juste me restreindre ici et mentionner trois petits cas. Par exemple, dans les derniers temps, pour la Chine, on commence à trouver de plus en plus de choses, mais venant d'un milieu assez différent. Notamment, par exemple, c'est les femmes bouddhistes qui appartiennent à ces milieux de Chan, ou en fait, de ce qu'on appelait le bouddhisme zen, qui sont des nonnes souvent, et qui ont donc écrit beaucoup de choses. Et là, on commence notamment cette chercheuse qui a un nom assez heureux pour faire ce genre de choses, Beata Grant, a donc écrit sur ce sujet-là avec des traductions, avec des analyses justement de ces textes, portant essentiellement sur le XVIIe siècle et en grande partie venant des centres assez denses et prospères de la Chine. Donc, la Chine en transition entre la fin des Ming et le début des Qing. Et en grande partie, ces textes viennent de la région de Jiangnan. Voilà donc un certain nombre de textes intéressants. Et de la même façon, donc pour le Japon, j'avais déjà mentionné ce livre à droite de Shiba Keiko, portant sur les récits de voyage en première personne des femmes japonaises, mais on a aussi, par exemple, cet autre texte qui est un peu dépaysant parce que c'est sur une chronologie très longue, en remontant jusqu'à ce qu'on appelle l'époque Heian, donc l'époque médiévale, beaucoup avant ces textes qu'on a traités, qui sont des textes essentiellement de l'époque moderne. Et là, on voit que le Japon nous paraît un cas précoce, et il y a donc une continuité dans ce genre de textes écrits essentiellement dans un milieu de cours. Voilà. Donc, en gros, on peut dire que là, on a traité beaucoup de différents genres d'égo-documents. On a traité des lettres, à la fois des lettres privées, des lettres publiques, des lettres qui étaient censées être lues par les autres en général, en passant parfois par l'imprimerie, pas toujours. Il y a aussi les lettres donc privées qui sont restées dans les archives, mais néanmoins qui sont pour nous une source assez précieuse. Il y a les mémoires, beaucoup de mémoires. On a vu des mémoires écrites par des hommes politiques dans le monde islamique, en Asie centrale et ailleurs. On a vu ces mémoires devenues célèbres au XVIIIe siècle, écrits par les ex-esclaves dans le monde de l'Atlantique et le monde anglophone en particulier, comme Equiano, on avait quand même beaucoup discuté. Puis il y a ces documents involontaires sortis de l'Inquisition, les confessions,
les confessions, parfois, donc, qui sont forcément aussi truffées de mensonges, parce que si on demande l'Inquisition, on ne dit pas la vérité, forcément. Et ça, c'est aussi un grand débat qu'il y a eu. Comment prendre ces documents? Est-ce qu'il faut les prendre littéralement? Est-ce qu'il faut quand même les utiliser avec beaucoup de précautions? Mais il y a aussi d'autres sortes de documents involontaires. Et finalement, cette autre catégorie sur laquelle je vais me centrer aujourd'hui, que sont les journaux. Je n'ai pas beaucoup parlé de ces journaux, donc je vais, comme il y a pas mal de recherches dans ce domaine-là, il faut quand même dire quelque chose à cet égard. Donc je vais commencer dans un terrain relativement familier. Donc, par exemple, tout le monde, ou presque tout le monde, connaît des textes comme ça. Par exemple, ce célèbre journal d'un bourgeois de Paris du XVe siècle, qui a donc été plus ou moins le modèle pour d'autres publications. Là, par exemple, quand Gaston Witte a voulu traduire ce texte égyptien, écrit par l'intellectuel égyptien Ibn Iyas al-Misri, il l'a traduit, en fait, qui n'a pas grand-chose à voir avec le titre original en arabe, comme Journal d'un bourgeois du Caire, donc calqué directement sur cet autre texte célèbre. Et puis, on connaît un certain nombre de ces autres textes, par exemple, portant sur le XVIe siècle, le journal, par exemple, de Pierre de l'Étoile, de l'époque de la fin des Valois et le début de l'époque des Bourbons, Henri III, Henri IV et ainsi de suite. Juste donc quelques remarques sur le premier de ces textes, qui est donc journal, mais c'est aussi en quelque sorte une chronique. L'auteur, donc, on n'est toujours pas d'accord sur son identité. Il y a des attributions différentes de ce journal d'un bourgeois de Paris du XVe siècle. Et il note donc les faits, comme ici dans un compte-rendu, on le dit, jour par jour. Donc, vous voyez que c'est aussi très intéressant pour voir le changement de ses opinions, de ses positions politiques. Donc, au début, c'est un bourguignon passionné, puis il est passé à d'autres loyautés, et donc il a pas mal de choses à dire sur un certain nombre de questions. On peut même trouver, si je ne me trompe pas, quelques échos un peu lointains de l'affaire de Jeanne d'Arc dans ce texte-là. Voilà, donc un texte où, en fin de compte, on n'apprend pas grand-chose, disons, psychologiquement, directement sur l'auteur. Il ne parle pas de lui-même en tant qu'objet complexe psychologique, mais à travers la façon de raconter les événements, utilisant en quelque sorte, comme souvent on fait dans les journaux, les événements comme un miroir du soi. On peut revenir vers l'auteur, et là vous voyez que dans le compte-rendu on dit justement, on peut mutatis mutandis la comparer au fameux journal de l'Étoile, donc justement le journal du XVIe siècle dont on avait parlé. Et puis quand on passe justement au XVIe et on vient au XVIe, XVIIe, en regardant plus globalement en Europe, il y a beaucoup de ces textes, des textes qui sont plus limités à ce contexte donc bourgeois. Là, vous voyez cet ouvrage collectif, Le Legado de Mnemosyne, par Antonio Castillo Gómez et Verónica Sierra Blas, qui parle justement du monde espagnol et en particulier de ses journaux. On a le texte que j'avais cité dans sa version anglaise, mais voilà la version espagnole de James Amlang, El vuelo de Ícaro. Donc, ces récits, notamment venant du milieu artisan. Là, en espagnol, on dit la autobiographie populaire, mais en fait, populaire ici, c'est le milieu des artisans, pas tellement des paysans, par exemple. Ce sont des autobiographies souvent urbaines. Et puis, juste un cas particulier de la fin du XVIe siècle du Portugal, c'est donc le mémorial de Pero Ruiz Soares, qui est un peu assez semblable sur certains plans avec le livre de l'Étoile. C'est justement la transition politique
entre les derniers rois de Portugal, Dom Sebastião, etc., et l'arrivée au pouvoir des Habsbourg. Et donc, on passe en revue, en gros, Philippe II et un peu Philippe III comme roi de Portugal. Il y a beaucoup de choses ici portant sur les questions politiques, mais aussi, en fait, c'est pour cela qu'on l'a utilisé surtout, il y a énormément de choses portant sur les choses bizarres. Donc, par exemple, les monstres, les choses donc, assez bizarres, les prodiges qui vont se produire dans la ville de Lisbonne même. Et cela veut en fait dire qu'on n'est pas obligé d'aller très loin. Et c'est aussi un peu ce qui a été démontré, par exemple, par la chercheuse italienne Ottavia Nicoli, qu'au XVIe siècle, on trouvait qu'il y avait des prodiges, des merveilles, des monstruosités, même donc, à la porte à côté, on n'avait pas besoin d'aller en Inde. Bien sûr, c'était encore mieux d'aller en Inde chercher des choses bizarres, mais même à Lisbonne, on pouvait en trouver. Et c'est le genre de choses qu'on trouve dans ce texte. Alors donc, on a ces journaux, mais alors, ils sont souvent des réflexions sur les événements publics. Tandis qu'il y a aussi d'autres types de journaux, et là je reviens sur deux réflexions d'ordre général. Donc, l'une en allemand de Höcke, Europäische Tagebücher, donc aus 4 Jahrhunderten, donc sur 400 ans, qui est à la fois une espèce de compilation, une espèce de vue d'ensemble sur ces journaux, mais aussi il y a une tentative de classement pour voir quelles sortes de choses on raconte dedans, et aussi l'évolution au fil de ces 400 ans, parce que c'est sûr que la façon d'écrire des journaux au XVe siècle et au XIXe siècle, ce n'est pas forcément la même chose. Et puis, cet autre texte qui était considéré comme très important, qui marque même aujourd'hui la discussion portant sur cette question, le journal intime, qui était tout d'abord un article écrit par Béatrice Didier, qui par la suite est devenu ce livre, et où elle propose que le journal intime, c'est quelque chose assez particulier comme genre, et qu'il faut le regarder avec un œil assez donc, spécifique. Et voilà donc un certain nombre de ces idées. Donc, elle dit que, en gros, que le journal intime pour elle, c'est nécessairement sans forme et presque entièrement sans intrigue. Donc, vous voyez, par rapport à l'autobiographie en général, où il y a souvent des mises en intrigue assez complexe et parfois assez prévisible, il faut le dire aussi. Ici, donc, là, vous voyez cette citation un peu plus longue de Madame Didier. Donc, a priori, ce genre se définirait par une absence presque totale de structure. Pas de logique du récit comparable à celle qui existe dans le conte ou dans le roman. Donc, vous voyez qu'on a à l'époque, quand on discute beaucoup les questions de structure de récit, le moment, donc, surtout de l'influence des Russes, donc, à la suite des traductions qui ont été faites par Tsvetan Todorov, des écrits de Bakhtin, de Jacobson et ainsi de suite en français. Et alors donc, pour une raison bien évidente, il n'y a pas vraiment de récit et curieusement, le journal diffère en ce point de l'autobiographie où l'on pourrait, du moins avec une certaine prudence, parler de récit. L'autobiographie est un récit construit après coup. Donc ça, c'est aussi un point important pour elle. On pourrait aussi parler d'une logique de récit dans le roman autobiographique, si peu chargé d'événements soit-il. Il y a donc, elle donne des exemples dans Adolphe, et donc pour comparer ça avec, par exemple, le journal de Benjamin Constant, où pour elle, il n'y a pas de logique de récit, et il y a donc aussi une espèce de manque de structure. Alors ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup débattu. Des gens ne sont aujourd'hui pas totalement d'accord avec cette question. En fait, c'est une question de voir à quel niveau il y a un récit. Est-ce qu'il ne faut pas en fait voir finalement le journal comme une espèce de patchwork de beaucoup de récits plutôt que d'un récit d'ensemble? Surtout si, et alors là aussi c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas forcément le cas que les journaux ne sont pas parfois réorganisés après coup. Il y a le type de journal qui est plus ou moins
pour ainsi dire, pure, où la personne ne touche pas à ce qu'il a écrit, ou elle a écrit, au fur et à mesure, mais parfois on sait très bien que dans les journaux, on remanie, et bien sûr, ça devient encore plus compliqué, par exemple au XXe siècle, quand il y a des journaux qui sont censés être publiés. Et donc, du coup, là, si vous regardez les journaux d'un certain nombre de grands hommes politiques, on voit très bien que ça a été remanié après coup, d'une façon parfois assez malin, mais donc pour ne pas trop trahir le fait que ça a été refait, mais néanmoins, on peut voir cette espèce de manipulation. Mais regardons un peu les cas spécifiques de cette espèce de journal qui n'est pas tellement le journal comme celui de l'Étoile ou d'autres. Là, j'ai pris deux exemples venant du milieu huguenot. Donc, celui à droite, qui est relativement petit, qui est le journal de Jean Migaud, est assez connu. Le premier, pas tellement, et c'est parce que c'est assez ennuyeux, il faut le dire, de Paul de Vendée, qui était capitaine huguenot à l'époque de Louis XIII. Juste pour vous donner un petit exemple, là vous voyez, ça c'est le journal de Paul de Vendée. Alors il dit des choses dans le genre. Le lundi jour 1611, mon frère André, seigneur de Touches, mourut, revenant d'Espagne. Mon père en fit les nouvelles le 6e jour d'octobre, etc., etc. Donc, le samedi 14 de janvier 1612, sur la minuit, mon père mourut. Le jeudi 14 de mars 1613, le contrat de mariage de ma femme et de moi fut passé à la Baudinatière par Rousseau et Bouchereau, etc., etc. Ma fille Espérance, première de nos enfants, naquit le dimanche 14e jour de septembre. Donc, il y a des entrées comme ça, relativement limitées, relativement petites. Le dimanche 1er jour d'octobre, ma femme fut au prêche à Saint-Hilaire, où elle participa au Saint-Sacrement de la Sainte Seine. Et là, on arrive vers la fin, 1623. Le jeudi 7, je fus dîner à la chapelle, où je trouva Benjamin de Prière, Goulard, Henri, Pestreau, Tapin et Charrier, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une espèce de journal où, là encore, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de profondeur psychologique, il n'y a pas beaucoup de réflexion, même sur les morts, même sur les mariages. On raconte, mais ce n'est pas censé être publié. D'ailleurs, on voit mal qui serait le public à l'époque pour ce genre de choses. Après coup, pour nous, en tant que document historique, c'est utile surtout pour l'histoire événementielle parfois, mais c'est le genre de choses qui existent, mais c'est une forme de journal assez typique, il faut le dire, venant de ce genre de milieu. Et ça a quelque chose à voir avec ce texte dont je vous avais parlé brièvement la semaine dernière. C'était ce journal tenu par une sage-femme dans les Pays-Bas, Katharina Schreder, dans le Friesland, qui a donc tenu, là vous voyez même la forme qui ressemble beaucoup à la forme de texte que je viens de citer, de Paul de Vendée, où il y a justement ces espèces de petits morceaux. Et on peut comprendre à partir de ça pourquoi on dirait qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'intrigue. Il n'y a que ces choses un peu à répétition, des petites notations. Et là, je viens à un exemple qui va nous compliquer un peu les choses. Et c'est un cas qui n'était pas très connu, même si, bon, à l'époque, c'est un personnage qui était assez connu, mais puis c'est quelqu'un qui a été célèbre, puis oublié, puis retrouvé. Et ça, c'est le cas de Ulrich Brecker. Donc, Ulrich Brecker, qui était un homme de Suisse allemande, et donc qui a écrit pas mal de choses. On a donc ce texte en allemand, ce Lebensgeschichte, qui a été donc traduit ici, vous voyez la version française, Histoire de la vie et aventure naturelle de l'homme pauvre de Toggenburg. Donc, l'homme pauvre, c'est lui, il se vante un peu d'être celui qui est un homme pauvre, qui n'est pas un de ces bourgeois, et ainsi de suite. Et donc là, vous voyez qu'en réalité, ça fait partie, en fait, c'est une petite partie de sa production qui est d'ailleurs assez énorme. Il y a maintenant les Sämtliche Schrift, donc en plusieurs volumes, en 5 ou 6 volumes, si je ne me trompe pas, et dans lesquels on trouve maintenant ce texte. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Brecker? On peut dire
et ça c'est la discussion assez utile faite par notre collègue Hans-Jürgen Lusenberg, où il dit donc qu'on peut traiter ça comme les écrits, plus généralement les autobiographies plébéennes. Hein. Donc c'est un paysan suisse du 18e, et donc qui est né en 1735 dans la région de Toggenburg, en Suisse orientale. Il est le quatrième enfant d'une famille de petits paysans montagnards. Et puis, il apprend à lire et à écrire. Il est donc, par la suite, pris dans la guerre de 7 ans, involontairement. Et il va donc passer un peu de temps pendant la guerre de 7 ans en Bohême avec l'armée de Frédéric II. Puis il va réussir à s'échapper et il revient dans son pays natal. Et à partir de cette expérience, il va donc commencer à écrire de plus en plus. Et il a donc un certain succès. Donc, vous voyez là les campagnes de Frédéric II. Et il est donc autour de ces mouvements en Bohême. Et ce qu'il fait, donc, c'est toujours selon Lusenbrink, c'est un univers de refuge tout d'abord et moyen de compensation pour une existence vécue comme chiche et frustrante. Hein. Et donc, il publie cette autobiographie qui a un certain succès éditorial, et puis il commence à songer à une grande carrière en tant que littéraire. Il écrit une comédie inspirée de Shakespeare, il écrit un roman de chevalerie et près de 3000 pages de journal intime. Hein? Mais le problème, c'est qu'apparemment, personne n'a envie ni de le lire, ni de le publier. Donc, il contacte son éditeur Fuseli, qui dit que non, que ça suffit d'avoir lu ce texte de pauvre homme qu'il a écrit. Et donc, avec le passage de temps, il devient de plus en plus frustré avec sa femme, Salomé Ambule, fille de paysan aisé mais analphabète, et qui lui reproche, comme on dit ici, jour après jour, de dépenser inutilement temps et argent pour des livres. Là, vous avez donc un portrait de cette personne et sa femme fait vers la fin de sa vie, à la fin du XVIIIe. Et là, donc, comme dit Lusenbrink, l'autobiographie, le journal intime de Breker, fourmille de passages qui témoignent d'un complexe d'infériorité frappant envers le monde des élites savantes, leur mode d'expression, de comportement et de sociabilité. Il dit lui-même, né de parents pauvres, j'étais dans un coin sauvage de ce monde, j'ai grandi mi-sauvage, sans aucune éducation. Donc, il parle souvent de lui dans des termes un peu méprisants. Il dit qu'il est un bonhomme simplet, einfachelei, paysan inculte, un béné sans éducation ni talent, mais en fait, c'est une espèce de façon d'attirer des compliments des autres en s'insultant lui-même de cette façon-là, sauf qu'en tant que stratégie, ça n'a pas très bien marché. Et en fin de compte, c'est pas après ce premier moment, le passage de l'autobiographie vers le journal n'a pas été un grand succès pour lui, mais c'est un cas assez intéressant, encore une fois, pour nous, de voir quelqu'un qui a tenté différentes choses, qui a essayé de marcher dans des genres d'égo-documents différents et qui a vu que ce n'était pas si simple que ça que de passer d'un vers l'autre. Donc, 18e siècle, on a beaucoup de choses. Là encore, je vous mentionne ce cas assez connu, un cas français de Simon Prosper-Hardy, qui est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu des livres et des libraires. En fait, il y a souvent, même aujourd'hui, vous voyez, même en 2016, il y a eu des colloques tout entiers consacrés au journal d'Hardy. Mais là encore, il faut dire qu'on ne revient pas vers ce genre de texte pour ce qu'il y a de l'auteur. Ça, on reste un peu dans ces habitudes, en fait, où on utilise le texte pour le regard qu'il porte sur, comme vous voyez ici, Paris à la fin du XVIIIe siècle. On n'est pas tellement intéressé par la richesse donc, de la vie intérieure de la personne ou ce qu'on peut apprendre sur lui, mais plutôt c'est une espèce d'effet là de miroir, mais un peu dans l'autre sens, la personne devenant donc le miroir du monde extérieur, et plutôt que le monde extérieur qui nous aide donc à
penser la personne. Donc, par exemple, ici, un des comptes rendus sur des textes d'Hardy nous dit que, on comprend que c'est un Parisien de naissance, fils d'un receveur de taille de Cahors, avocat au Parlement, et donc il s'installa rue Saint-Jacques, à la Colonne d'Or. Et puis, en fin de compte, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans portant sur la vie juste avant et même pendant et après la Révolution. Donc, c'est essentiellement comme source qu'on l'utilise. Donc, du coup, on comprend qu'il y a là pas du tout d'accord parmi les analystes sur ce qu'il faut faire avec le journal. Est-ce qu'il faut le voir essentiellement en tant que document, fenêtre, ou est-ce qu'il faut le voir vraiment, encore une fois, essentiellement comme égo-document qui nous donne quelque chose sur la personne insérée dans sa culture. Un texte qui reste assez classique d'Alain Girard, qui remonte maintenant aux années 60, si je ne me trompe pas, il dit que, bon, bien sûr, il y avait le journal avant le journal intime, mais puis il y avait le journal intime, et que peut-être le journal en tant que tel subsistera quand le journal intime aura peut-être disparu. Donc, il nous dit qu'il y a pour lui une différence importante entre journal et journal intime. Le journal intime n'est pas donc cette chose de relater les faits du monde extérieur, il correspond à un besoin beaucoup moins universel, mais très répandu depuis un moment de temps. Donc, lui, il pense que le journal intime a une espèce de chronologie, une histoire, un moment de naissance et peut-être un moment de mort. Et il nous dit effectivement qu'il n'y a pas de frontière absolue entre le journal externe et le journal intime, mais il y a quand même des différences qu'on peut voir. Et lui, il a un peu tendance, comme on a vu dans la littérature en général sur les égo-documents, de tout centrer sur l'Occident et sur l'Europe occidentale, comme si ce sont des genres qui sont essentiellement basés sur une seule culture, mais avec le temps et avec le travail des historiens, on se rend compte qu'on peut trouver des choses, peut-être pas la même richesse partout, mais on peut trouver des choses. Juste pour vous donner un exemple de quelque chose que, à l'époque, quand Girard avait écrit son article, n'était pas connu, mais qui a été donc pas très connu, mais qui a été donc par la suite publié. C'est donc le journal. En fait, on utilise même en russe le même mot de journal, c'est un mot emprunté au français, de ce monsieur qui est Ivan Alexeyevitch Tolchenov, qui a donc écrit un journal. C'est un marchand russe du XVIIIe siècle et donc qui raconte un peu sa vie de marchand dans l'époque des tsars, qui était quand même une vie un peu compliquée parce qu'en tant que membre de la bourgeoisie, il était toujours dans une situation de tension envers les classes aisées et les gens qui sont liés avec la cour. Et donc, par exemple, David Ransel, dans ce livre, a justement puisé dans ce journal pour comprendre ce qui est assez difficile de comprendre autrement, c'est-à-dire le point de vue d'un marchand dans cette société russe du XVIIIe siècle, parce que souvent, sinon, les matériaux qu'on a sous la main viennent soit des sources de cours, soit des sources religieuses. Et donc, en fait, avoir ce point de vue était assez précieux, même si ce journal, il n'en a pas beaucoup dans le cas russe, mais il en a. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Et d'ailleurs, en regardant ailleurs, en revenant vers le monde qui m'est particulièrement familier, il faut dire que l'existence de journal n'est pas du tout inconnue à l'époque moderne ailleurs. Donc là, je vous donne le cas le plus célèbre de l'Inde. Donc, c'est le journal d'un marchand, toujours un marchand, il faut le dire. Et ça, là, on revient vers l'hypothèse émise par Béatrice Didier que peut-être ce journal a quelque chose à voir avec un certain type de conscience bourgeoise et même capitaliste naissant. C'est ce qu'elle propose comme possibilité. Et là, vous voyez quelqu'un, un grand marchand de tamoul du XVIIIe siècle, qui a tenu un journal
en gros entre 1736 et 61. Et ça, c'est le célèbre Anandra Pillai, qui était donc de Pondichéry. Et même aujourd'hui, il est considéré comme un espèce de héros à Pondichéry. On peut visiter sa maison. Il y a beaucoup de portraits et de statues. Voilà donc la version publiée en tamoul Anandra Pillai Nadkurup. Et là, vous aviez le manuscrit qui est en partie à la Bibliothèque nationale à Paris. Et c'est un texte donc en tamoul où elle raconte pendant 25 ans, avec quelques interruptions, bien sûr, ce qui est sa vie, ses rapports avec quelqu'un qui était au départ son patron, mais puis ils ont eu quelques difficultés, qui est donc Duplex. Il est très lié avec Duplex. Et il n'aime pas du tout la femme de Duplex, d'ailleurs, il faut le dire, Madame, qui était une indo-portugaise. Et donc, il nous raconte tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois, on peut croiser ça, le journal, qui a été publié donc, en 10 volumes ou 11 volumes, peut-être 10. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent comme texte. On peut croiser ça avec d'autres choses. Par exemple, on a des livres de contes qu'il nous a laissés. Donc, là aussi, c'est une espèce de journal avec des entrées chaque jour, des transactions, des choses qui arrivent, des choses qui partent. Et ça, c'est aussi une espèce de façon assez capitaliste. Et ça repose la question de savoir, est-ce qu'il y a un rapport quelque part entre journal et comptabilité, journal et livre de compte? Est-ce que ce n'est pas le même genre de logique qui fonctionne dans les deux cas, bien sûr avec des résultats assez différents. Et là encore, ce qui est particulièrement intéressant, et je vais juste noter ça, c'est le fait que, tout d'abord, il a aussi commandité pas mal de choses. Par exemple, ça, c'est une biographie de lui, écrite en sanskrit par un poète qu'il a lui-même payé et commandité, l'Anandra Vijayachampu. Et là encore, c'était intéressant de voir comment l'ego document se compare avec un document donc commandité assez exagéré, donc où il est comblé d'éloges, où on dit énormément de choses de lui. Entre autres, on dit qu'il est descendant de Dieu Krishna. Mais ça, c'est essentiellement parce qu'il vient d'un milieu de berger. Et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, cette tradition de journal a été continuée à Pondichéry par d'autres, des membres de sa famille, mais aussi des gens. Ici, il y a la publication par un ingénieur à la retraite aujourd'hui en France, Gopalakrishnan, d'un texte qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle Veera Nayakar, qui était aussi lié avec les Français, qui a écrit un journal. Et la question se pose, bien sûr, de savoir est-ce que c'est le contact avec les Occidentaux qui a poussé ces gens à écrire des journaux? Ça, c'est une question qui est assez évidente. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'à d'autres endroits en Inde, où les gens ont également eu des contacts avec les Occidentaux, ils n'ont pas écrit des journaux? Et puis, il y a aussi une question de savoir, est-ce que le journal ici, c'est exactement la même chose que le journal écrit, par exemple, par un Français au XVIIIe siècle? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet, comme on aurait pu soupçonner, de langue et aussi de tradition littéraire? Il y a forcément une relation entre l'écrit d'un journal en tamoul et d'autres productions littéraires en tamoul, comme il en a dans le cas de notre marchand russe aussi. Et là, donc, je viens au cas qui est le mieux étudié, et je pense que pour parler des journaux de l'époque moderne, on ne peut pas les éviter, ces cas, et ça, c'est quand même le cas anglais. Donc, le cas anglais, qui est le cas, comme je vous ai dit, le mieux étudié, je vous ai déjà parlé une fois de cette question de journal, sur lequel je vais revenir brièvement, de Samuel Pepys, qui est souvent considéré comme plus ou moins le standard pour tout journal de l'époque moderne. Là, vous aviez donc 3 cas. Donc, ce cas centré sur une comparaison entre 2 personnes qui ont tenu des journaux, John Evelyn et Samuel Pepys, tous les deux au XVIIe siècle.
Mais on a aussi ce livre-là qui est extrêmement utile parce que c'est une tentative de faire un recensement de tous les journaux qui existaient pas en Angleterre, mais en Grande-Bretagne. Il faut quand même distinguer entre British Diaries et English Diaries. Et donc, pendant à peu près 500 ans. Et puis, on a ce livre qui, même si ça a été publié il y a un certain temps, reste assez utile parce que c'est, à ma connaissance, la seule discussion poussée qu'on a en français sur la question, qui est donc le livre d'Elisabeth Boursier sur les journaux privés en Angleterre, et qui donc centré sur le XVIIe siècle. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette production anglaise? On peut dire beaucoup de choses, et notamment, même, on peut faire quelques statistiques avec. Donc, ça, c'est l'analyse d'Ellen McKay. Donc, première analyse portant sur... là, on se limite au 16e, 17e. Comme vous voyez, on a la possibilité avec Matthews d'aller plus loin, mais là, on est chez les modernistes et on va se limiter au 16e, 17e. Et là, vous aviez, par exemple, une distribution par profession des gens qui tiennent ces journaux. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, qui sont ces gens? Il y a des ministres, bon, ça c'est assez considérable comme catégorie, 40 des fonctionnaires haut placés, parmi lesquels on va donc justement compter quelqu'un comme Pepys, 39 là. Il y a des marins, 22. Il y a des membres du Parlement, de l'Assemblée, 22. Il y a des savants, scholars. Il y a des soldats. Il y a des gens dans le gouvernement local. Il y a quelques-uns qui sont des propriétaires. Il y a des marchands et des gens qui tiennent des boutiques, des avocats, et ainsi de suite, des médecins. Un astrologue, en fait il y a des astrologues femmes aussi si je ne me trompe pas, 3 criminels, puis donc une sage-femme et quelqu'un qui possède un théâtre. Donc assez divers d'un certain point de vue, mais bien sûr on voit qu'il y a beaucoup plus de production dans le monde des gens de pouvoir et les bourgeois que parmi les gens, disons, entre guillemets, plus humbles ou les classes, donc pour revenir à ce vocabulaire que j'ai utilisé la dernière fois, des classes subalternes, mais qui ne sont pas absents non plus dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement sur cette production? Il y a la question de la distribution par région. Et ça aussi, c'est intéressant, mais probablement assez prévisible. Tout d'abord, il faut noter qu'il y a une expansion très nette entre le 16e et le 17e. Il y a beaucoup plus de production au 17e qu'au 16e. Mais il y a aussi une espèce de monte-équilibre. Vous voyez que la grosse partie de la production vient de ce qu'on appelle les home counties. Donc, cette région-là. Et puis, il y a une production importante dans le West Midlands, dans l'East Midlands, dans le Nord, en gros, c'est moins important, parce que la région étant plus grande et la production étant à peu près égale. Des gens aussi de West Country. Donc, on peut dire que pour le XVIIe siècle, au moins, l'Angleterre, globalement, est présente dans toutes les régions. Ce n'est pas comme si il y a absence véritable de régions, mais d'une façon assez inégale. Et là, vous allez voir, si on regarde les home counties, donc on est plus ou moins là, Londres et les endroits autour, Kent, Sussex, Surrey, Hampshire, Berkshire, et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, c'est aussi probablement assez prévisible. Sur 77 au XVIIe siècle, 37 vient de Londres et de Middlesex. Donc c'est vraiment de ce centre. Et puis, les autres sont plus ou moins présents. Parfois d'une façon qu'il faut expliquer pourquoi tant de journaux venant de Essex et de Kent. Et donc, voilà, de cette région-là. C'est une région maritime, mais ce n'est pas forcément une explication. Donc, une présence beaucoup plus faible d'un certain nombre d'autres régions. Donc, on peut toujours revenir à des micro-explications. Par genre, bien sûr, comme toujours, il y a un déséquilibre. Il y a beaucoup plus de journaux tenus par des hommes que par des femmes, mais il y a quelques exceptions. Les femmes ont des journaux, mais souvent, ce sont des femmes appartenant à des milieux aristocratiques. Donc, il y a quelques exemples qui sont très, très connus.
ce n'est pas exactement un journal, mais ceux parmi vous qui ont vu ce film La Favorite, vous voyez que c'est basé en partie sur les lettres de cette dame qui était à la cour de la reine Anne. Ce sont des égo-documents, pas des journaux. Mais par exemple, ici, on a le cas de Anne Clifford, et qui est la fille du comte Cumberland, et donc qui a tenu ce journal, qui est essentiellement un règlement de compte, parce qu'elle se sent tenue à l'écart, parce que quand son père est mort, elle n'a pas eu droit à son héritage. L'héritage est passé à son oncle, et donc, comme on dit ici, the chief motivation for beginning the diary was to record her struggle against her blood family, her husband, and even the king. Donc, en fait, tout le monde est visé ici. Sa famille, la belle famille, le roi, tous les gens qui étaient contre elle. Et donc, il y a aussi beaucoup d'entrées dans ce journal où elle parle de combien, en fait, elle est isolée, donc déprimée, isolée, et ainsi de suite, dans cette situation d'isolement. Donc, vous voyez, par exemple, cette phrase à la fin où elle dit « weeping the most part of the day, seeing my enemies had the upper hand of me ». Donc, ça, c'est assez typique de ce journal. On a donc un certain nombre de textes comme ça, mais, comme je vous ai dit, venant essentiellement des classes aisées plutôt que des classes plus modestes parmi les femmes. Et donc, on a, bien sûr, le passage obligatoire par Pepys, qui lui, donc, a beaucoup écrit. C'était censé être donc, un journal intime, beaucoup d'indiscrétions là-dedans. Donc, en fait, vous voyez que ça a été même l'objet de l'attention d'un certain nombre de livres, soit écrits en français, soit traduits en français. Donc, ce livre populaire qui a été donc traduit en français de Claire Tomlin, Samuel Pepys ou Monsieur moi-même, donc qui c'est pas seulement l'auteur pour elle d'un égo-document, mais quelqu'un qui, selon le portrait qu'elle nous donne, c'est un espèce d'égo monstrueux, et qui raconte donc beaucoup de choses sur lui-même d'une façon assez bizarre. Là, il y a une traduction partielle en français de journal, mais en fait, c'est assez curieux parce que vous voyez que le journal est écrit d'une façon codée. Donc, ce n'est pas écrit directement comme ça en anglais, c'est écrit, il y a quelques mots en anglais qui viennent de temps à autre. Donc, vous aviez ici grazing, humming et des choses comme ça, et Portuguese ambassador. Mais en fait, c'est quelque chose qui, lui, il n'a pas développé tout seul. C'est aussi quelque chose que John Evelyn a tendance à utiliser, des espèces de codes qui sont censés être lus que par des gens. Donc, c'est quelqu'un tombe sur le journal ouvert sur sa table, on ne peut pas le lire tout de suite. Il faut quand même faire un petit effort de décryptage avant d'y arriver. Et juste un exemple donc, de ce texte, pour vous donner un petit saveur de comment il fonctionne. Donc ça, c'est 1668, où il dit « Up the Times and by water Whitehall to the Duke of York ». Donc ça, c'est l'époque de Charles II. Et puis, donc, c'est bien sûr, il y a des choses portant sur les libraires, les librairies. Il dit, par exemple, et ça, c'est assez amusant, parce qu'il se vante, en fait, de connaître à la fois, d'avoir une bonne connaissance de français et d'espagnol. Il dit qu'il est allé à Duck Lane, and there did overlook, ça veut dire look over, a great many of M. Fouquet's library. Donc, apparemment, la bibliothèque de Fouquet était arrivée à Londres en partie, pour être vendue par les libraires, that a bookseller had bought. And I did buy one Spanish work, Los Ilustres Varones, donc il l'a appelé. Et donc là, on bascule comme souvent avec Pepys dans ses aventures amoureuses. Donc il dit, alors il est dans la librairie, « Here I did endeavor to see my pretty woman, that I did besar en las tenebras, a little while después. » Et donc, and did find her sola in the boutique, but had not la confidence para hablar a ella. So lost my pains. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il a envie de dire des choses un peu comme ça, un peu louches, et donc il revient en utilisant soit le français, soit l'espagnol, soit un mélange. Donc, là encore, il dit
called at Mitchell's, and there did see Betty, and that was all, for either she is shy or foolish, and su marido hath no mind para laisser mi si su mujer. Donc là, laisser en français et les autres choses en espagnol, dans cette espèce de langage un peu ludique et un peu étrange. Mais vous voyez ici comment il est très bien introduit, il connaît tout ce monde, il fréquente le Duke of York, qui est donc le frère du roi, il connaît Sir William Penn, qui est le fondateur par la suite de Philadelphie, qui est aussi impliqué dans la fameuse expédition de Jamaïque. Donc c'est quelqu'un qui est très bien introduit, mais qui a donc ce journal assez particulier qui n'est pas censé être vu ni circulé parmi un public en général, mais néanmoins qui est là. On a un autre cas qui est devenu peut-être pas aussi célèbre que Pepys, mais qui maintenant, s'il faut faire une espèce de top of the pops, ça serait peut-être le deuxième, c'est Ralph Jocelyn. Donc, lui, qui est un petit monsieur, quelqu'un qui est dans le milieu puritain, qui habite dans un endroit assez perdu, c'est un clergyman, et d'ailleurs, il est devenu très célèbre en particulier parce que l'anthropologue Alan Macfarlane a fait de lui l'exemple même de l'individualisme anglais. Donc, pour Macfarlane, il faut chercher comment, tout d'abord, pour lui, Macfarlane, il faut dire, a des idées parfois un peu étranges, l'individualisme a été inventé par les Anglais, et en particulier par ces Anglais-là, de l'époque moderne. Et donc, pour lui, il faut donc chercher l'exemplaire, et Jocelyn, pour lui, c'est la personne. Vous voyez que là, on a un compte rendu une partie de ce journal en français. Alors donc, c'est un pasteur dans un village d'Essex à l'époque de Cromwell, et en fait, il a beaucoup d'observations. C'est un document, ici on dit 600 pages, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Donc, il n'a pas de curiosité pour ses origines familiales, ni pour les premières années de sa vie, mais il a beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, il faut aussi dire que c'est assez curieux de voir comment les gens ont traité son journal. Il y a autant d'interprétations, autant de possibilités d'interprétation que des historiens. Par exemple, il y a maintenant, je dirais, presque une industrie portant sur une seule question, c'est le temps. Donc très anglais, English weather. Et donc l'idée étant qu'on peut lire Jocelyn pour comprendre le temps en Angleterre du XVIIe siècle. Et donc là, vous voyez un article publié dans le Journal of Interdisciplinary History, et par la suite, les gens maintenant spécialistes de ce qu'on appelle Little Ice Age, donc comme l'historien Geoffrey Parker qui avait discuté sur la crise du XVIIe siècle, ils ont beaucoup utilisé ça parce que si vous regardez le journal de Jocelyn, vous pouvez par exemple avoir des données sur combien de jours il en avait avec frost and ice par an, et puis aussi il note religieusement, il faut le dire, la température. Et donc, vous pouvez utiliser ça pour avoir ces espèces d'indices portant sur le temps. Donc, ça, c'est une façon très externaliste de regarder vers son regard pour des choses, des données objectives autour de lui. Mais il y a aussi d'autres qui ont tiré Jocelyn vers d'autres directions, et notamment cet article, d'ailleurs, assez intéressant, assez classique, publié pas au tout début de sa carrière, mais quand même relativement tôt dans sa carrière par quelqu'un qui est devenu par la suite un très grand historien, très célèbre, Peter Buck, qui a donc écrit cet article qui s'appelle « L'histoire sociale des rêves », c'est publié dans les Annales, et donc dans lequel Buck nous dit que pour le XVIIe siècle, et surtout pour l'Angleterre, on peut en fait revenir vers ces journaux pour comprendre les rêves de ces gens. Et notamment, il a choisi quelques exemples. Les 4 exemples qu'il a choisis, c'est William Laud, qui est l'archevêque de Canterbury, qui va mourir donc, à l'époque plus ou moins de
quand Charles Ier est décapité, et lui aussi il va souffrir plus ou moins le même sort. Elias Ashmole, qui est un autre personnage assez intéressant, qui a fondé l'Ashmolean Museum, qui est assez célèbre. Et puis Ralph Jocelyn, justement on vient de parler de Jocelyn. Et le quatrième est aussi un personnage assez particulier, c'est Samuel Sewall, qui était juge dans la Nouvelle-Angleterre et qui est quelqu'un qui est assez impliqué dans ces célèbres procès contre les sorcières de Salem. C'est quelqu'un qui a jugé ces femmes. Et donc, tous ces gens ont donc laissé dans leurs journaux pas mal de choses portant sur des thèmes. Et donc, vous voyez qu'Ashmole transcrit 42 rêves, Jocelyn et Lod 31 chacun, et Sewall en relata 16. Et c'est quoi les thèmes dans ces rêves qu'ils ont relatés? Donc, voilà les thèmes: mort et enterrement, l'Église, les rois, les guerres et blessures aux rêveurs. Donc, ça, ce sont les thèmes les plus intéressants qu'on a recensés dans ces choses. Donc, il y a 19 rêves de mort et d'enterrement sur 120. Donc, Jocelyn et Sewall rêvèrent tous deux de leur jugement et de leur condamnation à mort. Et Ashmole rêva qu'on le décapitait. En fait, le seul qui a été décapité, qui était Lord, n'a pas rêvé de ça. Donc, vous voyez qu'il y a ces thèmes récurrents. On peut bien sûr regarder quelques-uns de ces rêves chez Jocelyn. Donc, il dit par exemple qu'il a rêvé, et c'est souvent autour de choses qui ont à voir aussi avec ses enfants, ses fils, parce qu'il y a des fils qui sont morts, etc. En fait, il parle beaucoup de sa vie de père et sa vie de famille. C'est aussi un peu à cause de ça que Macfarlane est venu un peu autour de cette question de l'individu dans la famille, et comment en fait l'individualisme s'exprime toujours au milieu d'une vie familiale. Et c'est assez curieux parce que quelqu'un comme Jocelyn, qui était quand même assez isolé, qui était un petit, un homme qui n'avait pas beaucoup de liens avec le milieu politique, rêvait maintes fois, quelquefois, de ses rencontres avec Cromwell. Et en fait, Cromwell, dans ses rêves, lui demande son avis politique, qu'il donne en tant que puritaine. Et donc, il y a des références à ça. Donc, vous voyez ici, par exemple, I dreamed I was intimate and secretary to the protector, donc de Cromwell, who appeared to me young. I advised him to heed the interest and the kingdom of Christ, comme si Cromwell avait besoin de ça. Donc, at the first entrance to this advice, he interrupted me and told me I must first mention not a word of any such thing, for it was an unpardonable fault with the council. Donc, en fait, il est tenu dans le secret, dans le rêve par Cromwell. Il n'est pas censé raconter ça à qui que ce soit. Donc, ça, c'est un autre grand sujet, un sujet qu'on peut donc traiter dans ce cas anglais, bien sûr, mais on peut aussi amener ce sujet ailleurs. On peut l'amener en Inde, par exemple, où il y a des rêves qui sont racontés, des rêves qui sont donc parfois analysés. Et bien sûr, là, on revient sur une chose qui est assez évidente, mais il faut pas oublier qu'en fin de compte, le récit de rêve et le rêve, ce n'est pas exactement la même chose. Et en fait, les récits de rêve ont toujours cet aspect de mise en intrigue assez prévisible. Et juste pour vous donner donc un dernier exemple, là, on a le cas vraiment extrêmement classique, c'est d'un sultan en Inde, à la fin du XVIIIe siècle, le très célèbre Tipu Sultan, donc, qui était le roi de Mysore, Fateh Ali Khan. Il est donc surnommé Tipu Sultan, qui a même tenu à sa propre main, donc c'est un manuscrit autographe dans lequel on a ce qu'on appelle son Khabnameh. Donc là, vous voyez, il y a la description, première page en anglais, parce que finalement, c'est tombé dans les mains des Britanniques, et aujourd'hui, ça se trouve dans le British Library. Et là, vous avez donc ce qu'il raconte de ses rêves, des rêves donc souvent assez
assez politiques, mais portant sur d'autres thèmes aussi, des thèmes religieux. Et là, encore une fois, il faut quand même revenir sur la spécificité culturelle de ces rêves. Et des analyses qu'on a fait dans les derniers temps, parfois, n'ont pas forcément tenu ça assez en compte. Donc, l'historienne australienne Kate Brittlebank, qui a fait 2 articles sur ce qu'elle appelle le Dream Register, le Khabnameh. En fait, elle a tendance de penser que tout roi, à l'époque moderne, rêve plus ou moins de la même façon. Donc, en fait, c'est un effet pour elle de pouvoir. Donc, par exemple, elle fait cette espèce de comparaison entre les rêves de Tipu Sultan et de Pierre le Grand, pour nous dire que, grosso modo, il n'y a pas énormément de différences. Moi, je ne vois que des différences, il faut le dire. En fait, il y a quelques points en commun, mais pour moi, ce n'est pas beaucoup, tandis que, bon, chacun son point de vue sur ces questions-là. Mais ça, c'est un texte qui reste assez intéressant, où c'est un autre type d'égo-document, mais un égo-document sur la vie intérieure et profonde de ces gens, tels qu'ils ont envie de les présenter dans ces récits de rêve. Voilà, donc, on a pu passer en revue un certain nombre de ces textes, des matériaux publiés, des archives. Il y a encore, bien sûr, beaucoup de travail à faire, beaucoup de documents et des archives à défricher pour revenir à ce qu'on peut appeler véritablement une histoire globale de ces égo-documents. Mais j'espère que je vous ai donné au moins quelques aperçus sur les possibilités et les développements dans les dernières années. Je vous remercie.